Merci, Monsieur Carnotel. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, je vous remercie à mon tour de permettre à des enseignants-chercheurs de pouvoir s'exprimer sur ces sujets d'actualité que sont les sujets de gouvernance d'entreprise et qui, je l'espère, vont enrichir cette mission d'information. Alors, je voulais démarrer ma présentation par une brève définition de la gouvernance d'entreprise, selon laquelle cette dernière traite du système de règles, de contrôle, d'incitation conçu pour encadrer le fonctionnement de l'entreprise. Et en partant de cette définition, il peut sembler curieux que finalement qu'il n'y ait pas simplement des juristes qui s'intéressent à cette question. Et pourtant, c'est un fait, nous le voyons aujourd'hui, il y a des gestionnaires, des financiers, parfois même des économistes qui s'intéressent à ces questions de gouvernance d'entreprise. Et la raison, je pense, est assez simple, c'est que la gouvernance d'entreprise traite à la fois de considérations éthiques et d'efficacité économique. C'est pourquoi, à mon avis, il y a un lien évident entre le rapport de compétitivité des entreprises françaises et aussi les considérations éthiques telles qu'elles transparaissent dans la gouvernance d'entreprise. Effectivement, les financiers gestionnaires considèrent généralement qu'une bonne bonne structure de gouvernance va être créatrice de valeur et qu'à contrario, une mauvaise structure de gouvernance devrait détruire de la valeur. Pour s'en rappeler, on a évidemment tout un tas d'exemples où des entreprises ont tout à la fois détruit de la valeur et n'ont évidemment pas respecté des codes de gouvernance bien établis. Alors aujourd'hui, je voudrais évoquer un point qui me semble crucial au centre des débats sur la gouvernance d'entreprise, c'est le sujet de la rémunération. Alors, j'aimerais dire que ce sujet est d'actualité, mais en réalité, il est d'actualité depuis très longtemps, puisqu'Henry Ford avait soulevé cette problématique des écarts légitimes de rémunération entre les niveaux hiérarchiques des employés les plus inférieurs et puis le plus haut responsable d'une organisation, qui est le directeur général. Ce sujet est aussi actuellement remis au goût du jour avec le principe du say on pay, puisque ce principe autorise les actionnaires en assemblée générale, finalement, à avaliser les paniers de rémunération qui sont proposés aux dirigeants. Je crois que la problématique de la rémunération des dirigeants est elle-même au centre des considérations d'éthique et d'efficacité économique. Et dans cet ensemble, il y a beaucoup d'éléments de rémunération, notamment les stock options, les bonus, les parachutes dorés, qui soulèvent le plus de controverses, puisqu'ils permettraient à des dirigeants, dont les entreprises ou dont la gestion s'avère délicate, et bien finalement d'accroître leur rémunération indépendamment de toute considération de performance. Alors, très brièvement, sur le plan académique, les paniers de rémunération des dirigeants doivent être établi, conçu d'une façon telle que les dirigeants sont incités à créer de la valeur. Donc la solution simple, c'est bien souvent d'indexer la rémunération à un critère de performance. Mais le problème, dans la réalité, c'est que cette solution simple se confronte justement à sa mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est le conseil d'administration. C'est lui qui décide du panier de rémunération qu'on va offrir au directeur général. Autrement dit, pour que la structure de rémunération soit efficace, efficiente, c'est-à-dire incite le dirigeant à maximiser la performance de son entreprise, il faut qu'elle soit conçue par des administrateurs indépendants, c'est-à-dire que le dirigeant n'exerce pas une forme d'influence sur les administrateurs. Faute de quoi, il est tout à fait possible que ces paniers de rémunération répondent à ces considérations personnelles et non pas à l'intérêt général de l'entreprise. Alors, la question se pose, comment peut-on faire en sorte que cette composition du conseil d'administration soit la plus efficace possible pour justement concevoir des contrats de rémunération efficaces ? Je pense que, conformément à la préconisation de nombreux rapports de gouvernance, il est fondamental d'insister sur la notion d'indépendance. Effectivement, cette notion n'est ni nouvelle et a connu une diversité de définitions. Et je pense que c'est là que le problème se pose. Il y a une diversité de propositions, de définitions de l'indépendance des administrateurs, et je crois que les subtilités qui sont apportées dans cette définition d'indépendance des administrateurs permet à certaines entreprises de qualifier d'indépendant un administrateur qui ne l'est pas, ou pas vraiment. Alors, comment peut-on faire pour homogénéiser un petit peu cette définition de la dépendance ? Je pense qu'il serait bénéfique que les entreprises clarifient et précisent systématiquement, comme vous le suggérez dans votre rapport, la notion d'indépendance qu'elles ont utilisée, à défaut de définition unique.
Je pense qu'il est aussi bénéfique qu'elles donnent des informations détaillées afin d'expliquer la manière dont leur conseil d'administration ou de surveillance, selon le statut juridique, a apprécié le caractère significatif ou non des relations d'affaires susceptibles d'être entretenues par des membres qualifiés d'indépendants avec l'entreprise dont ils sont administrateurs. Ensuite, je pense que la proposition consistant à limiter davantage le cumul des mandats sociaux semble intéressante. En effet, cette mesure limiterait significativement la possibilité que les dirigeants exécutifs, pour les dirigeants exécutifs, d'exercer des mandats d'administrateurs dans des sociétés dirigées par un ou plusieurs administrateurs de leur propre société. Donc finalement, limiter ce réseau de relations croisées. Alors naturellement, comme l'a dit un de mes collègues, l'accent qui est mis systématiquement sur l'indépendance des administrateurs au sein d'un conseil ne doit pas faire oublier d'autres qualités que doivent avoir les administrateurs, parmi lesquelles leurs compétences. Il faut s'interroger sur les compétences que l'on exige d'un administrateur. Indépendance, oui, mais avant tout un administrateur compétent. Je rajouterai aussi un administrateur disponible. C'est un administrateur qui a un taux de présence dans les conseils d'administration durant l'exercice fiscal qui doit être proche ou égal à 100%. Mais c'est aussi un administrateur qui doit être courageux, car il faut du courage lorsqu'il s'agit d'affirmer des positions qui peuvent être radicalement différentes de celles des dirigeants. Alors naturellement, le vaste sujet de la rémunération des dirigeants n'est pas épuisé. Je ne vais pas monopoliser davantage le temps, mais d'autres questions, à mon avis, méritent notre attention, notamment cette question des écarts légitimes de rémunération entre salariés et employés des niveaux hiérarchiques les plus modestes et bien celle des dirigeants. Certains suggèrent 50, comme c'était le cas avec Henry Ford ou dans ses alentours. D'autres suggèrent 240, comme le rapport de la société Proxinvest. Je crois qu'il faut réfléchir à ces questions, mais aussi d'autres questions comme celle qui consiste à savoir si la rémunération doit être uniquement et ou principalement liée à des objectifs de performance comptable et financier. Là aussi, si on considère une conception élargie de la gouvernance, avec finalement l'ensemble des stakeholders, des parties prenantes, eh bien peut-être qu'il faut relier la performance à d'autres objectifs qui élargissent la sphère comptable et financière. Voilà, je vous remercie de votre attention.